Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de vous voir et de discuter avec vous pour cette première table ronde de capsules. On va parler entrepreneuriat, on va parler entreprise en Corse et on va surtout parler aujourd'hui de l'évolution de l'entrepreneuriat en Corse ces 30, 40 dernières années. Pour cette thématique, qui de mieux que vous trois pour en parler? Donc moi, je suis Audrey Royer et c'est parti pour cette première table ronde. On va commencer par les petites présentations. Je vous laisse vous présenter en commençant par Nathalie. Nathalie Lamette, s'il te plaît. Bonjour, alors moi je suis Nathalie Lamette. Alors merci Audrey pour l'invitation. C'est vraiment un honneur de participer à cette première table ronde de capsules. Alors moi je suis maître de conférence à l'IUT en gestion, directrice adjointe également. Je suis vraiment spécialisée en entrepreneuriat à la fois au niveau de mes recherches mais aussi au niveau de mes activités. J'ai fondé le pôle Pépite en 2014. Je m'occupe de la licence professionnelle entrepreneuriat depuis 2008 et du D2E depuis 2016, donc ça fait quelques activités. Et depuis 1 an et demi à peu près, j'ai monté avec 4 autres collègues une chaire sur les mutations et innovations territoriales. Donc on s'intéresse vraiment beaucoup à tout ce qui va toucher à l'évolution de l'entrepreneuriat, les questions de genre, les questions de transmission, j'en passe et des meilleurs, on en discutera plus précisément. Ben ouais, c'est vrai, j'ai déjà quelques questions, on y revient tout à l'heure. Serge, merci d'être avec nous. Serge Santunion. Merci de m'avoir invité. Alors moi je suis Serge Santunion, un chef d'entreprise d'une entreprise qui a 60 ans cette année, ça tombe bien parce que c'est mon âge, et qui est en train de transmettre son entreprise à ses enfants et neveux avec mon frère. Et je suis spécialisé dans le bâtiment et j'ai eu un parcours de mise en avant de l'entrepreneuriat en Corse. J'ai essayé de le faire le mieux possible à côté des institutions. J'ai été à la tête d'organisations patronales en région et puis aussi j'ai développé quelques associations qui parlent d'entrepreneuriat, comme Entreprendre pour apprendre par exemple, ou encore favoriser l'installation de l'APEC en Corse ou d'Opcalia en Corse, tout ce qui tourne autour et qui font les outils de l'entrepreneuriat en Corse. Mais je pense que l'objet de capsule, c'est de débattre sur l'entrepreneuriat et pas sur l'entrepreneur. Donc je suis là pour essayer voilà, j'ai essayé de parler au-delà de ma propre expérience, peut-être parler de l'entrepreneuriat tel que on le voit des fois sur le mauvais focus et aussi sur les bons côtés de l'entrepreneuriat. Ok, super. Ben déjà, 2 CV très impressionnants. On passe à notre dernière invitée et pas des moindres, Linda Gendre-Peretti. Donc, merci également. Moi, aujourd'hui, je suis acteur au sein de la M3E, la SPL M3E, qui est une société publique locale qui travaille sur l'entrepreneuriat, puisque nous offrons de l'hébergement et de l'accompagnement, surtout des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs sur le territoire du pays ajaccien. Et donc, en fait, ma mission, parmi les différentes missions que je peux avoir au sein de cette structure, est d'accompagner les entrepreneurs dans leur développement. Mais avant ça, j'ai eu un parcours également, le privilège de la jeunesse, qui m'a beaucoup fait tourner autour de l'entrepreneuriat. Ça a été au sein de la Maison de l'Emploi où j'animais des ateliers création d'entreprise. Mais auparavant, j'ai été journaliste économique, donc j'étais beaucoup plus observateur de l'entrepreneuriat, observateur de l'économie insulaire. Et puis, j'ai été moi-même entrepreneur. J'ai écrit un livre sur l'entrepreneuriat qui disait pourquoi pas vous ? Et puis, la conclusion, ça a été pourquoi pas moi ? Donc, je l'ai fait également. J'ai eu cette expérience d'entrepreneur qui a échoué et qui est certainement aujourd'hui ma plus grande richesse, puisque dans l'accompagnement des entrepreneurs, dans l'accompagnement des porteurs de projets, toute cette expérience, que ce soit en tant qu'observateur, en tant qu'acteur, en tant qu'accompagnateur, en fait, fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, ça fait vraiment partie de mon ADN, que ce soit en accompagnement ou en action. Ok. Moi, déjà, j'ai une première question à vous poser à tous les trois. C'est quoi être un entrepreneur ? C'est la question piège du début, il faut que quelqu'un se lance. C'est quoi être entrepreneur ? Moi, je vais commencer à être entrepreneur et je pense que Serge, il m'enlèvera les mots de la bouche, mais c'est déjà être suffisamment fou pour prendre un risque.
On est sur une démarche entrepreneur, c'est entreprendre quelque chose qui n'existe pas pour la personne. Donc c'est vraiment de s'engager dans une démarche où on va oser quelque chose, que l'on connaisse ou pas, mais la posture d'entrepreneur, si on ne l'a jamais eu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Donc, entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui ose engager quelque chose. Après, qu'il l'ose de façon très risquée, qu'il l'ose de façon très prudente ou très organisée ou très encadrée, c'est différent. Mais la première démarche, pour moi, c'est quelqu'un qui, à un moment, porte un projet et a envie d'essayer de le concrétiser. Après, il y a tout plein d'aspects avec des compétences, avec des profils. Mais pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui ose prendre un risque. Vous êtes d'accord ? La racine du mot entreprendre, c'est séduire. Entreprendre quelqu'un, c'est le séduire. Donc, quelque part, un entrepreneur, c'est d'abord un séducteur. Il faut séduire son banquier, il faut séduire son client, il faut séduire son salarié. Et puis après, au travers de cette séduction, il y a une part de folie. Et je rejoins complètement Linda sur le sujet. Alors, la folie, il faut la pondérer, il faut la mesurer. On n'est pas complètement fou. Mais il y a des nuits où on se demande qu'est-ce qu'on a fait. On se remet en question tout le temps. Et puis voilà, ça fait partie des mauvais côtés dont je parlais tout à l'heure, mais il y a tellement de bons côtés. Les bons côtés, c'est créer, c'est permettre à des salariés de s'épanouir dans nos entreprises. Moi, c'est mon plus grand plaisir, c'est toujours été ça, de porter des gens avec moi dans mon aventure. Alors, des fois, on va dans le mur, ça nous arrive, mais c'est avec ces échecs-là qu'on se rebâtit, qu'on se reconstruit, et puis qu'on permet aux salariés de croire en nous. Alors, un entrepreneur, c'est un leader. C'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, mais qui n'est pas trop confiant non plus. Il faut qu'il soit capable de douter aussi de lui. C'est quelqu'un qui se bâtit au fil du temps, et puis c'est quelqu'un qui peut se mettre en danger aussi. Alors, souvent, on parle de la santé de nos salariés, mais très peu de la santé des chefs d'entreprise. Et moi, ça a été aussi mon combat pendant quelques années dans un organisme qui s'appelle la santé au travail, de parler de la santé des chefs d'entreprise, parce que très très souvent, un chef d'entreprise, ça se replie sur lui-même. Et s'il n'a pas autour de lui des organisations comme des organisations familiales ou patronales ou amicales, c'est quelqu'un qui peut se mettre en danger très vite. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un de courageux, je l'ai dit, de volontaire, d'inventif, qui est confiant, qui est séducteur, qui est tout ça, mais c'est aussi quelqu'un qui est en danger. Et il faut savoir mesurer ces risques-là. Voilà, c'est pour moi la définition en quelques mots d'un entrepreneur, c'est celle-ci. Après, un entrepreneur, c'est bien d'autres choses par ailleurs, mais la première, c'est celle-ci, un séducteur. Définition quand même très riche, Nathalie. Très, très riche, extrêmement riche, effectivement. Moi, je rebondis vraiment sur cette question de la santé de l'entrepreneur qui fait partie des choses qu'on laisse de côté, dont on n'a pas envie de parler, et surtout pas les entrepreneurs. Il y en a très peu qui vont prendre la parole sur ce sujet-là parce que beaucoup de pudeur. On pourrait s'imaginer qu'ils sont fragiles ou faibles, alors que bien souvent, dans l'idée commune, je dirais, l'entrepreneur, si on regarde les stéréotypes, c'est plutôt un héros solitaire qui entreprend, qui prend des risques, alors que dans la réalité, c'est pas du tout ça. C'est juste un homme ou une femme, et de plus en plus une femme, qui a un projet, qui se donne tous les moyens possibles, qui mobilise toutes les ressources possibles qui sont à sa disposition pour le mener à bien. Ça marche pas. En permanence, il ou elle va se remettre en question, mais effectivement, ça reste un homme ou une femme avec ses forces, ses faiblesses, ses fragilités, ses craintes, mais aussi tout son courage, parce que c'est vraiment, entreprendre, c'est vraiment un choix de vie plus qu'un choix de carrière. C'est voilà, on est entrepreneur et on a une vie d'entrepreneur plus qu'une carrière d'entrepreneur. Ça impacte aussi la manière dont on va évoluer dans sa vie privée, dans sa vie sociale, dans ses réseaux, etc. Souvent dans les ateliers, quand j'ai pu animer ou quand j'explique ce qu'est une démarche de création d'entreprise, je la compare à la naissance d'un enfant. Il y a la gestation, il y a la préparation, mais on ne sait absolument pas à quoi s'attendre parce que ce sera toujours une surprise. Et en fait, c'est un engagement, j'allais dire, à vie aussi fort.
un mariage, c'est un divorce possible, un enfant, c'est à vie. Et c'est un engagement viscéral. Donc, et ça impacte tous les membres de la famille, ça impacte tout le parcours. Ce que j'explique à des jeunes qui veulent entreprendre, vous avez le droit de vous planter, mais plantez-vous intelligemment sans planter tous vos proches. C'est savoir s'engager avec intelligence, c'est savoir se connaître soi-même pour connaître ses limites et pour connaître... Savoir jauger, quoi. Exactement. Donc c'est une très grande forme d'intelligence, de résilience, de remise en question, de questionnement à avoir sur soi-même, sur ses propres capacités, et à être en capacité aussi d'aller chercher les compétences qui nous manquent pour pouvoir justement mener à bien complètement le projet dans tous ses aspects. Bien sûr, après, savoir déléguer, c'est essentiel. Mais je pense qu'il y a différents degrés d'entrepreneuriat et d'entrepreneur. Alors, je ne suis pas là pour me substituer à qui que ce soit, mais mon vécu, c'est l'analyse que j'en fais, c'est que être entrepreneur, quand on est tout seul, c'est une chose. Quand on est deux, c'est encore autre chose. Mais quand on commence à être 5, 10, 15, 20, la pression devient énorme. Parce qu'à chaque fois qu'on se lève le matin, on se dit, je ne suis pas là que pour moi, et je suis là aussi pour les autres. Donc ce risque-là, il pèse sur nos épaules. Donc où on est capable de vivre avec ce risque, et vivre cette pression, et avoir un entourage autant familial qu'amical, que patronal, je ne sais pas, ou même s'ouvrir à autre chose. Un chef d'entreprise qui reste la tête dans le guidon, il est en danger. Un chef d'entreprise qui ne regarde pas loin devant, il est en danger. Alors, le chef d'entreprise qui est tout seul, encore une fois, il se met en danger tout seul. Et là, je veux dire, libre, il en assumera la responsabilité. Mais quand on commence à avoir 2, 3, 4 salariés, on rentre dans une forme de pression qui est tout autre. Et moi, je dis toujours aux jeunes chefs d'entreprise que je croise, j'ai dit, faites le choix. Il ne faut pas que ça s'impose à vous. Ne vous mettez pas dans une espèce de boulimie où vous allez vous dire, oui, j'ai un salarié, 2 salariés, un marché, 3 marchés, et je grandis. Un jour, vous allez arriver dans une position que vous aurez subie et que vous n'aurez pas choisie. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai créé une dizaine d'entreprises, d'idées ou d'entreprises qui sont nées de mon idée ou de l'idée de mon frère, de mes parents. J'ai fait 10 fois cette démarche et malheureusement, 10 fois, je n'ai pas mesuré le poids du salarié. Je suis heureux, tout s'est bien passé, j'arrive au terme, je suis en train de transmettre, mais je me dis, je n'ai pas assez mesuré ça. Et si quelqu'un m'avait dit suffisamment tôt, attention, tu vas passer un cap, le cap des 5, le cap des 10 salariés, le cap des 20, puis le cap des 50. Ah oui. Moi, j'ai flirté avec tous ces caps-là, et c'est des caps qui s'imposent à un moment donné à nous, et on est pris dans cette espèce de boulimie, ou d'engrenage, ou de plaisir. Quelque part, c'est du plaisir aussi, beaucoup de plaisir, parce que sinon... c'est de la satisfaction voilà. d'arriver à concrétiser des choses. Exactement. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une obligation. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez mon message. Mon message, c'est de dire aux jeunes qui nous écoutent, et j'espère qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à leur parler aux jeunes d'entrepreneuriat, d'entreprendre. Je pense que ça, c'est un risque dont on ne leur parle pas assez. Certes, l'échec est formateur, et je rejoins Linda là-dessus. Quand on se casse la gueule, après, on rebondit et on repart encore mieux. Il y a plusieurs choses que vous dites. Donc, il y a l'échec. Il ne faut pas subir. Il y a aussi le fait de s'adapter. Un entrepreneur ou une entrepreneuse est en perpétuelle adaptation, en fait, quel que soit ce qu'il va faire, qu'il soit seul, ça va être peut-être pivoter sur une idée. Avec ses salariés, ça va être le management. Comment est-ce que je vais faire pour manager mieux telle ou telle personne? Il y a, en fait, c'est humain, quoi, l'entrepreneuriat. Mais tout ça, on l'apprend beaucoup sur le tas. Alors, bien évidemment, heureusement qu'il y a l'université, cours. Heureusement qu'il y a toutes ces structures qui nous préparent à l'entrepreneuriat. Mais la vraie vie, elle se passe sur le terrain. La vraie vie, elle est là. Et c'est là qu'on va apprendre. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir emmagasiné toutes ces connaissances et surtout d'être entouré. Et de ne pas croire qu'on a la connaissance absolue et que tout ce qu'on va décider est bien. Non, il faut savoir se remettre en question. Et ça, c'est peut-être le plus délicat. D'ailleurs, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des techniques qu'il faut maîtriser. Mais le plus souvent possible, il faut aller voir les entrepreneurs, les rencontrer, mettre les mains dans le cambouis, par exemple via l'alternance, ça peut être un bon moyen aussi. Il faut vraiment toucher le terrain le plus possible parce que
les choses ne se passent jamais exactement comme on l'avait prévu. On peut avoir fait le plus beau business plan du monde. Ça serait trop simple. Une fois que on l'a présenté au banquier et qu'il a accepté ou pas d'ailleurs, finalement, ça ne s'est pas passé comme on l'avait écrit. Et ça, c'est une réalité. Parce qu'on ne peut jamais tout prévoir. Et même en ayant prévu un maximum de choses, on ne peut prévoir que ce qu'on connaît aujourd'hui. Des mois de confinement, là... Entre autres. Mais ça, c'est très, très visible. Mais il y a tout le temps le petit aléa qui n'était absolument pas prévisible et qui va remettre en cause complètement les plans qu'on s'était imaginés, construits, qu'on avait travaillés. Et vraiment, c'était beau, mais c'est pas ça. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de les mettre en réseau avec des gens de terrain, de les envoyer dans les entreprises le plus souvent possible, d'avoir des intervenants professionnels qui vont leur apporter des choses en complément de ce qu'on va leur apporter. Mais les deux sont absolument essentiels. Et en complément, Serge le disait, il a une expérience très riche, mais la mise en réseau, c'est essentiel. Le chef d'entreprise, on peut avoir envie ou ne pas avoir envie d'être dans un groupe, de participer à des échanges, mais les échanges qu'il peut y avoir dans le cadre d'associations de chefs d'entreprise, les échanges. Récemment, j'ai reçu une jeune femme qui est entrepreneur, qui existe depuis 2 ans et qui est dans un espace où en fait elle travaille physiquement dans un espace où elle est la seule entrepreneur. Donc elle est entourée d'entreprises, mais en fait les gens qui sont présents sont des salariés. Et elle est venue me voir en me disant: je cherche un endroit où je peux parler la même langue que les autres. C'est-à-dire que j'ai pas les mêmes aspirations, j'ai pas les mêmes soucis, j'ai pas les mêmes contraintes horaires, j'ai pas les mêmes objectifs. Et je cherche un endroit où quand je vais souffler, celui d'à côté, il va comprendre pourquoi je souffle. C'est tout bête. Toi, tu l'as vécu à travers les associations, tout le travail que tu as pu faire. Et au sein de la M3E, on travaille beaucoup aussi là-dessus, sur la mise en réseau, sur l'échange. Et c'est essentiel pour l'entrepreneur, qu'il débute ou qu'il soit déjà bien implanté, d'échanger. On revient sur la santé, on revient sur l'enrichissement, on revient sur la remise en question même de sa propre démarche par rapport à la vision que peut avoir un autre entrepreneur, parce que un fournisseur, un client, un banquier ne va pas avoir la même vision de la démarche entrepreneuriale, de la décision qu'on va prendre, même en tant que manager, d'échanger avec un autre entrepreneur qui a 10, 15, 50 salariés sous ses ordres. C'est pas la même chose que de parler avec un micro-entrepreneur qui vient de s'installer et qui découvre son secteur. C'est des perspectives différentes. C'est des perspectives qu'on soit salarié ou qu'on soit chef d'entreprise de 50 salariés. Exactement. Et c'est auto-entrepreneur. C'est ça. Et c'est vrai que cette notion d'échange, de ne pas rester seul dans cette démarche entrepreneuriale est essentielle. Éviter l'isolement à tout prix. Complètement. Éviter l'isolement. Et c'est vrai pour les jeunes dont parlait Nathalie. On parle d'alternance. C'est l'exemple flagrant de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire aller imprégner les jeunes le plus tôt possible de ce qu'est une entreprise. C'est sûr qu'ils ne vont pas tout capter, mais au moins ils vont ressentir si c'est ce qu'ils veulent faire vraiment ou pas. En tout cas, ils auront cette appréhension qui va leur permettre de faire le bon choix. Parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde peut être entreprenant, mais pas forcément entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va voir son banquier quand il n'en a pas besoin. Oui, c'est le moment où il fallait le voir, c'est quand vous n'en avez pas besoin. Parce que quand vous allez le voir quand vous avez besoin, c'est trop tard. Et puis, c'est aussi celui qui ne va pas tout mettre sous le tapis en se disant je verrai demain. Ça, c'est impossible. Oui. Vous devez traiter les sujets un par un et ne jamais en laisser un sous le tapis. Et tout ça, tout le monde n'en est pas capable. Alors, je ne dis pas que l'entrepreneur est un héros. En France, peut-être. Je vais corriger ce que je dis. En France, peut-être. Alors, je pense que sur les considérations sociales... On en reparlera de l'évolution sociale. C'est une grosse partie qu'on a à voir tout à l'heure. Non, mais très bien. Ça fait une petite transition pour la suite. Ça, c'est parfait. Mais c'est une grosse partie la considération
fédération a elle aussi beaucoup évolué. Moi, ce que je vois de tout ce que vous dites là, vous avez parlé de réseau, vous avez parlé de s'entourer de nos confrères et nos consoeurs, vous avez parlé d'études, en fait, parce que maintenant, il y a l'étude sur l'entrepreneuriat. On peut rentrer dans une licence entrepreneuriat et vraiment s'imprégner de ce qu'est le monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise au sens strict du terme. Mais ça, quand même, j'ai l'impression que c'est assez nouveau. Ou est-ce que il y a 40 ans, ça existait Les formations en entrepreneuriat, elles ont débuté dans les années 50. C'est Harvard, les premiers qui ont initié ça. Mais c'était vraiment très centré sur la formation continue, donc sur des professionnels qui étaient déjà entrepreneurs et qui avaient besoin de s'outiller, ou sur des salariés qui basculaient, qui avaient envie d'un autre statut. Mais on n'était vraiment pas sur la formation des jeunes en sortie de bac qui allaient imaginer se lancer là-dedans. Et puis, progressivement, ça s'est diffusé, ça s'est développé. Et c'est vraiment à partir de la fin des années 90 où on a vraiment un cadre juridique qui ouvre la voie à la formation à l'entrepreneuriat et au développement de l'entrepreneuriat au sein des universités que ça commence à se développer. Et là où on a eu vraiment un coup d'accélérateur, c'est en 2014, avec la création des pôles pépites, qui avait été testé dans tous les sens, avec les maisons des entrepreneurs, les plans étudiants entrepreneurs. Enfin, il y avait eu plein de prototypages, je dirais, de ces pôles. Et en fait, les pôles pépites en 2014 ont vraiment catalysé cette dynamique entrepreneuriale des jeunes. Et ça leur a... Des étudiants, c'est ça le pôle pépite. Le pôle pépite, c'est les pôles étudiants pour le transfert, l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc en fait, c'est vraiment pour des jeunes qui soit ont vraiment une idée plus ou moins avancée, soit même juste en amont ont une envie, une petite piste sur laquelle ils veulent travailler. Et dans le cadre de ce qui est fait au niveau des pôles pépites, il y a des outils qui sont mis en place pour les aider à clarifier leur idée, à identifier au niveau de leurs compétences, de leurs capacités, mais aussi de leur personnalité, ce qui peut leur convenir ou moins leur convenir. Parce que d'une même idée, selon la manière dont on l'oriente, elle va convenir ou pas à la personne qui la porte. Un exemple tout bête. La passion du jeune, c'est la restauration. Très bien. Donc 25 ans, je veux ouvrir un restaurant, super. Mais j'ai déjà 2 enfants. Ma femme est enceinte du 3e. Qu'est-ce que je fais ? Je peux tout simplement aller choisir une zone géographique où je vais plutôt m'installer dans des zones où il y a du monde le midi, parce qu'il y a plein d'entreprises, plein d'activités de diverses sortes. Je suis ouvert que le midi et le soir je suis à la maison. Donc, ça va être l'étude du marché en fait. C'est ça. D'étudier les opportunités, oui, les menaces. Mais en fonction de mes contraintes et de ce qui me convient à moi. Et ça c'est important parce que bien souvent... On se focalisait sur l'idée est bonne, elle va rapporter de l'argent, ça va être rentable rapidement, plus ou moins. Mais au-delà de l'idée, il y a l'entrepreneur qui la porte. Et selon la manière dont il la porte, elle peut ne plus lui convenir. Donc c'est très important de se connaître et en même temps c'est très dur de se connaître. Parce qu'on évolue, parce que... il faut être objectif envers nous-mêmes. Et c'est très difficile. Et d'ailleurs, on se connaît aussi beaucoup au travers de l'autre et de l'image de nous-mêmes qui nous est renvoyée par l'autre. On en revient à ces réseaux. À ces réseaux. D'abord, il y aurait peut-être la formation. Si notre rêve, c'est d'entreprendre, il y a d'abord la formation et après de se mettre dans des réseaux. Alors là, on a 2 experts des réseaux. Moi, il y a un réseau que j'ai initié en Corse. Quand je dis je n'étais pas tout seul, mais j'en ai eu l'idée quand... il y a quelques années, je m'investissais beaucoup pour l'intérêt des entreprises. J'ai découvert Entreprendre pour apprendre. Et j'ai créé Entreprendre pour apprendre de toutes pièces en Corse, qui n'existait pas. Aujourd'hui, j'ai passé la main à mon amie Marie Morez, qui le fait de manière brillante. Et je suis toujours investi au niveau national, puis je suis vice-président de l'association au niveau national. Entreprendre pour apprendre, c'est quoi ? C'est le pépite avant pépite. Voilà, nous, on est là sur les petits de 8 à 18 ans à peu près. Et on travaille l'esprit d'entreprendre. Alors, on n'en fait pas que des entrepreneurs, parce que, comme je vous disais, il n'y a pas que des fous. Non, c'est entreprendre même sa vie. C'est entreprendre sa vie, c'est entreprendre sa relation avec l'autre, c'est entreprendre pour séduire, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vrai. Donc, on apprend d'abord aux enfants à être confiants.
Parce qu'un entrepreneur, il faut qu'il soit confiant, il faut qu'il ait confiance en lui. Et quelqu'un qui entreprend de façon générale, il faut qu'il soit confiant. Donc, c'est osons au travers de l'esprit d'entreprise. Voilà, c'est ça. Et entreprendre pour apprendre, c'est un autre outil qui est en amont de ce que peut être Pépite, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres associations. Sur le territoire, on a développé tellement les choses qu'on est peut-être un peu les leaders, mais tant mieux. S'il y en a d'autres, tant mieux. Ah oui, Entreprendre mais pour apprendre est très connu. Voilà, plus on amènera la réflexion, est-ce que je suis capable et est-ce que j'ai envie d'entreprendre, et plus on permettra aux gens de faire le bon choix. Oui. Parce qu'encore une fois, moi, il y a des jeunes qui m'ont vu vivre et agir, notamment mes enfants, et qui m'ont dit, je ne veux pas être toi. Et j'ai mis 10 ans à attendre, à le comprendre. Et là, je suis dans une phase de transmission où mes enfants m'ont dit, non, papa, tu n'as rien compris. Ça fait 10 ans que tu nous attends, mais nous, on ne veut pas être toi. Moi, je veux aller chercher les enfants à l'école, je veux faire du foot, je veux faire... voilà, et je veux avoir une vie autre que la tienne. Moi, la mienne, ça a été la tête dans le guidon. Et quand j'ai levé la tête, j'avais 60 ans, et c'est aujourd'hui. Je suis heureux, j'ai fait une belle vie, mais j'ai peut-être pas choisi. Et donc, je pense que c'est mes enfants qui ont raison. Et c'est les jeunes qui passent par tous ces petits outils qu'on leur met à disposition pour faire le bon choix. Il ne faut pas, encore une fois, que l'entrepreneuriat... ça soit une fin en soi et que c'est que ça notre vie. Non, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des loisirs, qui a des plaisirs, qui fait autre chose de sa vie. Ça fait Pour la référence réussir, à la en tout santé cas. mentale de l'entrepreneur Tout à qu'on fait, disait. tout à Parce fait. qu'au final, si on reste la tête dans le guidon dans son entreprise... Mais je ne veux pas et noircir dans le ses- tableau. Beaucoup Non. sont en souffrance. Beaucoup sont en souffrance parce qu'ils se disent, je me suis enfermé là-dedans. Aujourd'hui, moi, je les côtoie tous les jours. Ouais. J'ai 20 salariés et c'est pas ça que je voulais dans ma vie. Et je ne peux plus faire marche arrière. Et j'ai vu, parce que j'ai été 25 ans conseiller prud'homal, j'ai vu des entreprises qui étaient des fleurons de notre économie, qui sont partis, excusez-moi l'expression, en sucette, en 4 et 3-7, parce que la transmission a été mal faite, ou parce que le chef d'entreprise, le sachant, avait un peu lâché la barre, et que c'est parti à volo. Et ça, c'est un vrai danger qui fera rebond ou écho à la problématique de transmission, mais c'est un vrai danger. On a une vraie responsabilité à expliquer aux jeunes suffisamment tôt que le choix d'être entrepreneur, c'est magnifique, mais il faut bien mesurer, il faut bien le pondérer. Ou peut-être même être accompagné, en fait. Oui, être accompagné, mais ça suffit pas. L'accompagnateur n'est pas l'entrepreneur. Non. On est là comme un réseau. On est à leur côté pour les écouter. On est à leur côté pour leur faciliter l'accès à certaines informations, pour leur faciliter l'accès à certaines compétences, certaines fois. Mais on n'est pas à leur place. Et l'entrepreneur, de toute façon, par essence, il est seul. Il est seul par rapport à son propre parcours, comme tout être humain. Vous êtes un être humain, vous souffrez, vous pouvez avoir la meilleure famille à côté de vous, ça ne diminue pas la souffrance physique. Et il y a beaucoup de pudeur parce qu'en plus, il doit avoir une image de leader. Il doit inspirer confiance, que ce soit à ses fournisseurs, à ses clients ou à ses salariés. Donc, s'il fait preuve d'un minimum de faiblesse, eh bien, en fait, il menace encore plus son succès. Oui. Donc, il y a cette double sanction. C'est humainement, je n'ai pas le droit d'être faible, mais économiquement, je n'ai pas le droit d'être faible. Parce que si je montre ma faiblesse, soit le concurrent il va en profiter, soit le fournisseur va plus me faire confiance, soit mes salariés vont se démotiver parce qu'ils vont se dire je vais perdre mon job, ou ils vont me quitter. Donc, il y a cet aspect-là. Et l'autre élément très important, c'est que l'entreprise, quelle qu'elle soit, est totalement lié à l'entrepreneur. C'est une entreprise, c'est un homme ou une femme ou une équipe, mais c'est lié à des êtres humains. Ce sont des entités juridiques, économiques, avec des bilans financiers. Mais ce sont des êtres humains d'abord, et c'est de l'échange humain. Donc l'entreprise, tu disais tout à l'heure, mes fils, ils n'ont pas envie, mais c'était aussi ta nature à toi, qui était de vouloir faire au mieux, d'avoir ce côté responsabilité. Et ton entreprise, c'est toi aussi. Et c'est complètement ça. Mais je ne regrette rien. Hein, mais mon choix, c'était toujours plus, toujours mieux, toujours grandir, toujours embaucher, toujours... Et c'est vrai que si je m'étais un peu plus posé la question, j'aurais peut-être... C'est ça l'évolution, fait moins. Du moins, personnelle, que tu as eue. Oui, et puis je pense que la période qu'on a vécue, la période Covid, nous a fait prendre conscience de certaines limites. C'est ça. Et puis nous, aujourd'hui, nous entrepreneurs, parce que je suis encore et toujours entrepreneur, et je pense que je mourrai entrepreneur, mais
aujourd'hui, on a un problème de ressources humaines, point barre. On n'a pas un problème financier. Oui, il y a de l'inflation. Oui, il y a une guerre en Ukraine. Oui, ok, mais ça, on sait faire. On va régler les problèmes. Le problème, c'est la ressource humaine. Aujourd'hui, combien d'entreprises sont aujourd'hui en train d'abandonner ou de baisser les bras en disant, de toute façon, je trouve personne. Et du coup, c'est ça là la question qu'il faut se poser. Entreprendre, mais avec qui? D'accord. C'est ça. Donc, tant qu'à faire, autant entreprendre petitement, faire. Bon, après, on est une multinationale, et là, c'est un autre registre, et c'est pas le mien. Hein. Non, Moi, je suis pas dans le CAC 40, et j'ai rien contre le CAC 40, mais moi, je sais parler de petites entreprises que je côtoie, que je dirige, que je fais vivre, que je transmets, mais je sais pas parler de multinationales. Est-ce que dans la multinationale, il y a les mêmes problèmes? Certainement. On parle de TPE, PME, mais aussi on peut parler du statut d'auto-entrepreneur. On en parlait tout à l'heure en off, qui, pour le coup, a fait évoluer vraiment le monde de l'entrepreneuriat. En bon ou mauvais, ça, c'est une autre question. C'est un autre voilà. Il y a forcément toujours des aspects positifs et négatifs dans toutes ces choses. Donc effectivement, ce statut qui a été créé en 2009, juste pour libérer l'esprit d'entreprendre, pour libérer la créativité face à la crise de 2008 des subprimes. Ce statut, il a vraiment permis à énormément de gens de tester l'entrepreneuriat et de se rendre compte si ça pouvait leur convenir ou pas. Donc c'était vraiment quelque chose d'intéressant et il a conduit la France d'une manière générale dans une dynamique de simplification des démarches de création d'entreprise. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de créer une entreprise, quel que soit son statut, que ça pouvait l'être avant 2009. Donc ça, c'est indéniable. Et effectivement, ça a plus que doublé le nombre de créations d'entreprises par an. Nous, sur le territoire, on a plus de 40 000 entreprises présentes. Il y en a à peine, il y en a moins de 20 000 qui ne fût-ce qu'un salarié. Donc, ça veut dire que ça représente quand même un volume, au moins un peu plus de la moitié des entreprises qui sont créées le sont sous statut d'auto-entrepreneur, ou de micro, comme on l'appelle maintenant, puisque les statuts ont fusionné. Mais après, c'est un statut qui est intéressant pour tester, mais c'est un statut qui ne permet pas forcément à celui qui crée sous ce statut-là d'en vivre. Oui. Je crois que le salaire moyen, il est autour de 800 € par mois. Donc, c'est inférieur au seuil de pauvreté. Ce que tu me disais tout à l'heure, qu'en fait, ça peut être juste un complément très souvent d'un emploi salarié. D'une activité salariée. Donc, on a une passion, on a envie de voir ce que ça pourrait donner, on teste, ou de manière plus pérenne, on va garder cette activité-là en parallèle parce qu'effectivement, il y a toujours un risque, on se sent plus sécurisé quand on est salarié par rapport à son profil, ça convient comme ça. Mais donc, du coup, c'est quand même intéressant, ça permet de tester, ça permet de transformer l'essai pour certains, mais tout n'est pas rose. Pour moi, Nathalie, il faut le limiter dans le temps. Après, je suis comme toi, il y a des choses il y a le bon et le mauvais côté, et ça en toute chose. Mais la vocation et l'idée première, c'était d'essayer de limiter dans le temps. Moi, jusque-là, il est juste limité par le chiffre d'affaires, de ce qu'on disait tout à l'heure. Mais le chiffre d'affaires, quand il a été créé, il était assez limité, donc ça limitait et dans le temps et dans l'espace, si je peux dire ça comme ça, en tout cas dans le montant. Mais là, maintenant, je pense qu'il y a des secteurs d'activité où c'est peut-être encore légitime, mais il y a des secteurs d'activité dans lesquels c'est sinistrant, l'auto-entrepreneuriat. Il y a aujourd'hui des organisations, dans le BTP en particulier, puisque je le vis, l'auto-entrepreneuriat est dévoyé. Et il y a des gens qui créent des vraies grosses entreprises au travers de la micro-entreprise et qui nous portent tort parce qu'ils nous font de la concurrence déloyale. Alors, encore une fois, ça c'est le mauvais côté et on ne va pas s'apesantir là-dessus. Mais ça existe. Voire peut-être une part minime. Moi, je pense qu'il aurait fallu continuer à le limiter en fonction des secteurs. Il y a des secteurs d'activité, pour faire du graphisme, ou pour faire de la communication, ou pour faire certaines choses, qu'on soit entrepreneur, il n'y a pas de souci. Sauf si on crée une vraie organisation, mais ce n'est pas le cas, parce qu'on est jeune, on veut s'essayer, on ne sait pas trop. Mais aujourd'hui, permettre à des entreprises du BTP de faire tout en auto-entrepreneur, c'est pas le but. C'est pas le but. Ça déséquilibre le marché, ça crée de la concurrence. Et je sais, pour l'écouter dans certains secteurs, que c'est très, très, très pénalisant pour certains. Donc, il aurait fallu continuer à le moduler et épargner certains secteurs.
Pour le coup, j'ai testé, moi, ce statut d'auto-entrepreneur pendant 2 ans. Voilà, donc j'ai été en plus accompagnée par la M3E à mes tout débuts. Donc j'ai créé juste avant le Covid, j'ai créé en 2019. Et moi, franchement, je me suis découverte avec l'entrepreneuriat. J'étais une personne totalement différente. Je pense que oui, il y a certaines personnes à qui ça peut ne pas leur aller, ou d'autres personnes qui se dévoilent, j'ai l'impression, comme j'ai l'impression que ça m'a dévoilée du moins. Et après, au bout de 2 ans, j'ai créé une société. Bravo. Voilà. Bravo. Mais c'est exactement la vocation. C'était la vocation l'idée des législateurs, c'était Mm. ça. C'était de créer une vocation et aider les gens à se lancer. Après, c'était de la prestation de service. Ça n'a pas de rapport avec le BTP, comme tu disais, où là, il y a des travers qui sont quand même plus importants. Ouais, je dirais. Mais même dans la communication, moi, c'est pas en Corse, donc c'est ailleurs, je peux en parler tranquillement. Et puis, je vais pas dire qui c'est. J'ai un copain qui a une grosse agence de com sur le continent et qui est concurrencé par des boîtes qui emploient que des auto-entrepreneurs. Il a dit qu'il s'en sort plus. Donc, c'est vrai aussi dans d'autres secteurs que le BTP. Oui, je pense qu'il y a un contrôle, il y a quelque chose. Et je pense que la durée, limiter la durée est une solution. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est une solution. Après, un des autres aspects qui peut apparaître aussi comme négatif, qui peut être aussi dévoyé, c'est de donner la sensation que du coup, l'entrepreneuriat, c'est extrêmement facile, très très simple. Au sein de la M3E, on a une permanence création d'entreprise où on reçoit des gens qui ont un projet ou très régulièrement des gens qui arrivent en me disant « Bon, ça va, ça y est, c'est bon, j'ai créé mon auto-entreprise. » D'accord, vous faites quoi? Je fais une auto-entreprise. D'accord, mais vous faites quelque chose derrière cette auto-entreprise, et le fait d'avoir créé l'auto-entreprise, la micro-entreprise, c'est l'aboutissement et tout est fait. Tout est simple. Il n'y a pas eu d'analyse du marché avant, parce que de toute façon, c'est simple de créer une auto-entreprise. Il n'y a pas eu de questionnement sur les besoins, sur l'impact sur la vie, parce que c'est simple de créer une auto-entreprise. Et puis, on arrive et puis on dit « Ah ouais, mais du coup, on me demande des sous. Ah oui, mais du coup, j'ai des charges. Ah oui, mais on m'avait dit que ça coûtait rien. » Si. Et en fait, toute cette communication... sur la simplification, exactement, ça a créé des fantasmes, ça semble beaucoup plus simple. Et puis pourquoi je vais aller m'embêter à essayer de faire un salariat quand il me suffit de faire 3 clics et puis d'être mon propre patron, et puis ça va marcher, parce que de toute façon j'en vois plein pour qui ça marche. Sauf que peut-être ceux qu'on voit ne marchent pas si bien, puisqu'il y a l'image à donner. Exactement. Et puis cette simplification peut aussi avoir son travers, parce qu'il n'y a pas une vraie démarche entrepreneuriale derrière la simple démarche de cliquer et de créer une auto-entreprise, quelle que soit l'activité. Et c'est vrai que du coup, on revient sur cette notion de ne pas rester seul, cette notion de s'inscrire dans un réseau, cette notion de soumettre son idée à d'autres sachants, de la partager. Je me souviens que souvent, on me dit « Oui, mais je ne veux pas me faire piquer l'idée. » L'idée, si elle est bonne, elle est à toi, c'est toi qui la portes, elle restera la tienne. Et quelle qu'elle soit. Exactement. Et en fait, on peut être copié, on peut être concurrencé. Normalement, ça doit même être stimulant. Mais l'idée, elle peut être la plus belle. Si elle n'est pas portée par la bonne personne, elle peut foirer très clairement. Et l'idée la plus basique, la plus simple, peut devenir un succès extraordinaire, parce que c'est la bonne personne qui l'a portée, parce qu'elle a développé l'énergie, etc. Mais c'est vrai que cette notion d'auto-entreprise, de simplification du parcours, a un côté très positif, puisque ça crée du dynamisme, etc. Alors, tu sais que tu disais en 2006, dans le premier salon de l'entreprise en Corse, il est temps que la culture de l'entrepreneuriat se développe en Corse. C'est vrai qu'en Corse, et moi je me souviens, ça fait très vieux, c'est très très dur, c'est très très dur. Je me souviens pas dû dire la date. Par rapport à un débat qu'il y avait eu également, et je crois que tu y étais aussi, où on avait entendu un jeune qui disait ses parents, en tout cas autour de lui à l'école, on l'avait traité de fou parce qu'il parlait de créer une entreprise, et on lui avait dit mais c'est pas un avenir. Enfin, c'est comme aujourd'hui on dit
je veux faire influenceur, mais c'est pas un avenir. En Ouais. fait, être chef d'entreprise, c'était du délire. pas un Non, vrai trouve métier. la place. Trouve une place, trouve un salariat. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand j'étais journaliste, observateur de l'économie corse, grande part de mon travail était de parler de la collectivité, des emplois publics, des marchés publics, des plans nationaux de développement de l'économie. Et le contrepoids économique de l'entreprise était extrêmement léger. Et ça, effectivement, sur toutes ces dernières années, l'entrepreneuriat a pris malgré tout sa place dans l'économie corse. Aujourd'hui, le nombre de jeunes qui imaginent et qui se disent peut-être, pourquoi pas, même s'ils ne le feront pas, aujourd'hui, ça n'est plus un gros mot de se dire je peux peut-être me projeter entrepreneur. C'est peut-être pas très raisonnable, mais ça n'est plus un gros mot. Et à l'époque, ça l'était. C'est peut-être même un renouveau pour le visage de la Corse qu'on a de l'extérieur, du CHR ou du tourisme ou de l'emploi public. C'est que maintenant, on peut entreprendre dans du numérique, on peut entreprendre dans des secteurs innovants, on peut entreprendre dans un domaine écologique. Je ne veux pas faire le rabat-joie, mais avec qui? Moi, c'est la question que je pose. C'est Seul, entreprendre. Oui, techniquement, d'accord, auto-entrepreneur. mais aujourd'hui, le plus grand malaise que l'on vit tous, c'est qu'il n'y a plus personne pour travailler. Il n'y a plus personne pour porter les plats, il n'y a plus personne pour porter les briques, il n'y a plus personne pour conduire les camions. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va tous être entrepreneurs, moi je veux bien. On va tous être auto-entrepreneurs, on veut tous faire une licence. Moi, j'applaudis. Hein. Mais avec qui? Voilà. Posons-nous la question. Donc, il faut, moi, au-delà, et c'est pour ça que je pense que Pépite, Entreprendre pour apprendre, c'est se poser la bonne question au bon moment. C'est-à-dire au moment de l'orientation, savoir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Parce que je vous prie de croire qu'un jeune plombier aujourd'hui, ou un jeune électricien, ou un jeune chauffeur, il peut avoir une très belle vie. Oui. Et il faut qu'on arrête de fantasmer sur l'auto-entrepreneuriat pour tout le monde, sur l'emploi public pour tout le monde. C'est pas vrai. Donc, la Corse est en danger. Moi, je le répète, et je ne fais pas de politique, et je n'en ferai jamais. Mais je vais vous dire une chose, la Corse est en danger. Elle est en danger parce qu'on n'a plus d'entreprises qui sont reprises, et on n'a plus de salariés à faire travailler dans nos boîtes. Que ce soit encore une fois pour porter des plats, pour les préparer en cuisine, pour monter des briques, pour conduire des camions, on n'a personne. Et on n'a personne dans la logistique. Donc, c'est bien l'entrepreneuriat. Mais il faut créer l'esprit d'entreprendre avant de créer l'esprit d'être entrepreneur. Et l'esprit d'entreprendre, c'est rentrer dans un collectif, c'est apprendre à respecter un patron, apprendre à respecter un cadre, apprendre à respecter une hiérarchie, et puis faire sa place. Et quand on aura fait sa place, on pourra peut-être imaginer créer sa propre entreprise. Et je pense que cet ordre-là, l'économie et la vie va tellement vite qu'on l'a un peu négligé, on l'a un peu oublié. Tout va trop vite. Alors, je vais te faire le vieux con, hein, mais tout va trop vite. Et en allant trop vite comme ça, on est en train de perdre toutes les valeurs. Les valeurs de respect, les valeurs de reconnaissance, la reconnaissance de son salarié, la reconnaissance de son employeur, la reconnaissance d'un écosystème. Les jeunes arrivent là-dedans et ils veulent tout renverser en disant moi, parce que j'ai un téléphone et que tout va vite, je veux que tout aille vite. Non, il faut prendre le temps d'apprendre. C'est il faut ça, prendre le temps d'apprécier. La société qui veut qu'on aille vite surtout. Je n'ai pas la solution en disant ça. Non, mais puisqu'on parle d'entrepreneuriat, moi, je veux aussi parler d'esprit d'entreprendre. Parce que il est plus important aujourd'hui de retrouver cet esprit que de créer de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y aura toujours des fous comme nous, comme moi. Il y aura toujours des fous. Il y a toujours des gens qui vont prendre des risques et qui vont vouloir créer, qui vont vouloir innover. Et ça, c'est bien. Mais on ne peut pas tous être chef d'entreprise. Et je ne suis pas en train de dire, surtout, n'entreprenez pas. Hein. Je suis en train de dire, attention, quand vous allez entreprendre, soyez d'abord entreprenant. Après, vous serez entrepreneur. Et il y a une autre notion, tu parles du temps, de la nécessité de prendre le temps, mais toi, tu es dans l'apprentissage. On ne peut pas acquérir des compétences par magie. Le temps est indispensable dans tout ce qui est démarche apprenante, dans tout ce qui est démarche de construction. Il n'y a pas de baguette magique, ni pour construire une entreprise, ni pour acquérir les compétences nécessaires à devenir un bon dirigeant, à devenir un bon prévoyant, parce que gérer une entreprise, c'est essayer de prévoir au maximum, même si on ne peut jamais tout prévoir. Et cette notion de temps, cette notion de rapidité,
pour l'entrepreneur, en fait, c'est la plus grande frustration. C'est être capable de supporter des retards dans une livraison, des retards dans un rendu, de s'adapter. Toi aussi, en tant qu'entrepreneur, quand le client il te demande que ça se soit fait à telle heure, si tu ne l'as pas fait à telle heure, en fait, il y a le temps de préparation, il y a le temps de maturation. Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne peut pas être immature. S'il est complètement immature, de toute façon, il va se planter. Surtout quand il rentre justement dans la phase où il emploie, il embauche. C'est ça, c'est là, et là, il a une responsabilité totalement, complètement. Et pour revenir à l'alternance, c'est la première porte. Parce que c'est tout ce temps gagné au travers de l'alternance, ça nous permet d'avoir une appréhension, ou en tout cas un vrai sentiment, une vraie justification de son idée d'entreprendre. Si on a fait de l'alternance, on s'est rapproché des salariés, on s'est rapproché de l'écosystème de l'entreprise, on s'est rapproché du chef d'entreprise. Moi, j'ai côtoyé des tas de jeunes qui me disaient « Monsieur, j'ai joué au volley avec eux pour essayer de casser un peu les codes. » Je jouais mal, hein. Mais voilà, on a joué au volley, et puis on a fait des choses comme ça pour se rapprocher des jeunes. Ils disaient, non, on pensait que les chefs d'entreprise, c'était des gens qu'on pouvait pas accéder, on ne pouvait pas venir vous rencontrer. Mais pourquoi on imagine ce genre de choses? Alors, on parlait des idées reçues. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'entrepreneur et l'entrepreneuriat, mais elles ont quand même beaucoup évolué. Pendant longtemps, l'entrepreneur, effectivement, c'était le patron qui exploitait ses salariés. C'était presque un gros mot. Aujourd'hui, clairement, ça a évolué. Alors, bien sûr, il y a encore une marge de progrès, mais là, aujourd'hui, vraiment, on considère que c'est un homme ou une femme normal qui a une idée, qui va la mener à bien, qui va mouiller sa chemise, qui va pas forcément faire fortune, loin de là, mais qui va juste... Et s'il le fait, tant mieux. Et s'il le fait, tant mieux. Mais il aura mérité. Maintenant, on dit oui, ça. non, je t'ai coupé la parole, mais je t'ai coupé la parole volontairement parce que pendant le Covid, on a tous raconté les mêmes histoires en disant que c'est anormal que Mbappé il gagne 1 million, que l'autre il gagne 10 millions, etc. Aujourd'hui, on est retourné à la case départ et plus personne ne dit rien. C'est vrai, je veux dire, on se donne bonne morale, on se donne bonne conscience en disant que c'est scandaleux ceci, cela, mais on revient. Donc, ça n'a rien de scandaleux de gagner bien sa vie. Voilà, il faut continuer à travailler. Mais c'est pas une fin en soi, c'est la conséquence de ce qu'on a fait. Et ça, c'est important quand même de l'avoir en tête. Et d'ailleurs, quand on regarde les motivations pour devenir entrepreneur, la motivation financière, elle arrive pas du tout dans les premières. Les premières motivations, c'est vraiment gérer son projet, mettre en place ses idées, trouver du sens ou pouvoir exercer ses compétences ou ce qu'on avait envie de faire parce qu'on n'a pas trouvé en tant que salarié. Donc parce qu'on peut entreprendre par choix, mais parfois on entreprend aussi par nécessité parce qu'on n'arrive pas à trouver vraiment ce qui nous convient et donc du coup on va construire. Mais entreprendre, c'est pas que créer son entreprise, c'est aussi reprendre une entreprise déjà existante. Oui. Et là, en termes de risque, c'est quand même tout à fait différent parce que quand on part de zéro, c'est difficile d'avoir une boule de cristal et de voir comment ça va se passer. Mais quand on reprend une entreprise qui existe déjà depuis longtemps, qui a quand même des bases relativement solides, etc., on gagne des années sur la phase de développement. Alors, est-ce que là aussi c'est une idée reçue ou pas? Moi, j'ai l'impression, donc vous me dites ce que vous en pensez, vu que vous savez mieux que moi, j'ai l'impression que reprendre une entreprise, il y a quand même la notion économique qui protège un peu cette reprise d'entreprise, parce que si on a envie de tester des choses, il y a... normalement, des moyens financiers qui peuvent appuyer le fait de passer au numérique, le fait de s'engager dans une démarche environnementale, le fait d'embaucher plus de personnes ou d'embaucher des personnes avec des handicaps ou pas. Enfin, voilà. Est-ce que la reprise d'entreprise est facilitante à ce niveau-là ou même pas? Alors, quand on est dans une structure qui existe déjà, bien sûr, on va la faire évoluer. Donc, on va rentrer dans une entreprise, il faut construire sa légitimité, proposer la nouvelle vision, et se débrouiller pour la faire appliquer. Mais il y a déjà une base, il y a déjà un existant. Le taux de défaillance d'une entreprise reprise par rapport à une entreprise créée à 5 ans, il est quand même plus faible. Donc, on voit que une entreprise sur 2 nouvellement créée ne dépasse pas les 5 ans. On est à bien plus de 60% qui, après reprise, dépassent les 5 ans.
Mais en fait, on a beaucoup moins d'appétence pour la reprise d'entreprise parce qu'on a finalement très peu travaillé ce sujet et très peu communiqué sur ce sujet. Je crée ma boîte, tout de suite, c'est sexy. Oui. Je reprends une entreprise, l'image qu'on se représente comme ça, l'image mentale qu'on peut s'en faire, on ne retrouve pas cette dimension sexy. Là, c'est plus carré, ça fonctionne, c'est de la gestion. Et donc, du coup... C'est quand même valorisant de dire qu'on très reprend valorisant. L'entreprise familiale, par exemple. Par exemple, parce qu'il n'y a pas que la reprise Aujourd'hui, familiale, aujourd'hui ça l'est. Mais moi, je m'occupe de la licence pro entrepreneuriat depuis 2008. Allez, au tout début, si on avait 1 à 2 jeunes qui étaient dans une logique de transmission familiale, c'était le bout du monde. Là, aujourd'hui, plus d'1 tiers des effectifs sont dans des logiques de transmission familiale, à moyen ou à court moyen ou moyen terme, mais ça y est, aujourd'hui, je reprends l'entreprise familiale, ça peut faire rêver des jeunes. C'était moins le cas auparavant. Et de la part des jeunes qui voulaient surtout pas faire comme leur père, et de la part des parents qui voulaient surtout pas que les enfants aient leur vie. Et donc, il y a vraiment cette image mentale qui a beaucoup évolué. Et sur la reprise, il y a encore une marge de progrès très importante. Transmettre une entreprise, c'est forcément une longue démarche, c'est une longue préparation. Oui. Et on ne peut pas imaginer transmettre son entreprise en 1 an, 2 ans ou 3 ans. C'est impossible. Après, il y a des entreprises qui peuvent le permettre par rapport à des tailles. On va dire qu'une entreprise de 10 salariés, pour donner une échelle, il faut 5 ans, minimum. Après, 10 salariés ou 20, 50 salariés, il faut 10 ans. Il faut 10 ans pour préparer, savoir avec qui, savoir comment, déjà se conditionner soi-même à la transmettre, parce que c'est souvent celui qui transmet qui est le plus gros danger, parce qu'il reste sur ses idéaux, c'est ceux qu'il a déjà, lui, eu comme transmission. Et puis après, il y a tout l'aspect pudique, toute la pudeur qui entoure la transmission. Moi, j'ai souvent essayé de faire des réunions d'information par le biais d'organisations patronales sur le sujet de la transmission. C'est une catastrophe. Les gens ne viennent pas, ou alors ils téléphonent en disant « Oui, mais qui y aura pas? Est-ce que je peux en parler? Qu'est-ce que tu en penses ?» Puis après, il y a des gens qui sont brillants et qui savent s'exprimer sur le sujet sans pudeur. Je peux en parler parce que c'est de notoriété publique. Charlie Antonat, quand il a décidé de transmettre son entreprise à ses salariés, il ne s'est pas posé 36 questions. Il s'est d'abord entouré, il a construit sa transmission, il l'a préparé, et ça a duré des années pour arriver à quelque chose, à une réussite. Ça, c'est le cas d'une réussite exemplaire parce que c'est à des salariés. Après, c'est peut-être encore plus compliqué dans la famille, parce que dans la famille, rentre en ligne de compte tout l'aspect émotionnel, tout l'aspect familial, avec tout l'historique qu'il peut y avoir derrière. Et ça peut être terrible. Donc, pour les préparer, des transmissions, à partir d'une certaine taille, il faut du temps et surtout du conseil. Et il y a des organismes qui nous conseillent, qui nous financent, qui nous aident, et on ne va même pas taper à leur porte. Moi, j'ai vu souvent des gens, pour parler de mon ami Alex Winchiguer, quand il était, et maintenant Jean-Michel Catane à la CADEC, il avait de l'argent à distribuer pour aider à la transmission, il ne savait pas quoi en faire parce que personne ne veut taper à sa porte. Tout simplement par pudeur ou par méconnaissance peut-être aussi, mais il y a beaucoup de gens qui sont entourés par la pudeur, et ça, c'est terrible. C'est terrible, parce que si on se retient, on ne peut pas transmettre correctement. Ce n'est pas possible. Et puis, je crois aussi, quand je disais tout à l'heure que l'entreprise est liée à l'homme qui la porte, il y a aussi cette peur de se dire oui, mais si je dis trop vite que ça ne va plus être moi, je vais perdre mes clients, je vais perdre mes références, et le repreneur ne les aura pas. Et donc, si j'en parle trop tôt, si je le dis trop tôt, je vais mettre en péril l'entreprise et je vais perdre dans ma transmission, soit de la valeur sur mon entreprise, soit de l'appétence de celui qui doit reprendre. Et c'est vrai que c'est difficile, c'est un sujet qui est difficile. Très difficile. Je suis sortant, ça veut peut-être aussi vouloir dire derrière, je suis démissionnant. Et si je suis démissionnant, c'est que mon entreprise perd de la valeur, c'est que ça va pas, et donc il y a tout ce fantasme et ces blocages qui se mettent en place derrière et qui peuvent bloquer vraiment le processus. Mais c'était le cas aussi pour la création. Pendant longtemps, il fallait surtout pas parler de l'idée. On arrivait, coucou, ça y est, l'idée, prenez-la, elle est géniale. Sauf que on la prenait ou on la prenait pas. Et là maintenant, ça y est, on la parle préparer au fur et à mesure, en fait, et on ça. communique. Et
sur la question de la transmission, il y a aussi vraiment un travail à faire sur le fait de pouvoir communiquer, parce que là, on est sur communiquer, mais en toute discrétion. C'est ça. Oui. Donc il y a en fait juste un travail de sensibilisation, vulgarisation de non, la reprise non, d'entreprise. C'est pas si C'est simple. pas si simple. C'est pas si simple. Non, mais sur du long terme, ça on peut dit pas pas se c'est vulgariser, simple, ça mais peut pas comme la se création vulgariser. d'entreprise. Parce que chaque dossier, en plus, Ouais. chaque transmission C'est une aventure humaine. est une aventure humaine, une aventure économique avec tout un parcours. Il y a des équipes, il y a des salariés, il y a des relations de C'est fournisseurs. très délicat. C'est J'ai très compris que délicat. c'était un Et très puis, gros sujet. Il y a un attachement, il y a un s'entourer. engagement émotionnel C'est ça, très énorme. fort de la part de l'entrepreneur. Oui. Donc, c'est pas facile pour lui. C'est son bébé en fait. C'est son C'est bébé, ça. on revient Qui à va ce qu'on disait tout à l'heure. transmettre Ou le son bébé de ses parents. Ou le bébé de ses Aussi. parents. C'est mon cas. Moi, c'est Ouais. le bébé de mes parents. Donc c'est encore Ça a plus été le bébé de compliqué, mon ça. frère et moi. Mes Ouais. parents sont toujours là, que je touche du bois et que Dieu leur prête vie encore 100 ans. Mais nous, on est en train de transmettre à nos enfants. Donc, il y a une double il y a une double responsabilité. Et puis, il y a une responsabilité par rapport à nos salariés qui se posaient des questions. Mais qu'est-ce qu'il fait? Serge s'en va? Non, Ah oui. on s'en va pas. C'est On ça. accompagne. Mon père est monté sur le pont en disant bravo, je suis heureux. Et il y a une forme de communication qui est indispensable parce que, comme tu le disais, Linda, le danger, c'est que nos clients s'interpellent. Bon, mais alors, ils s'en vont. Ça veut dire qu'on est D'accord. tel chantier ne risque pas de se faire ou telle C'est prestation ne risque pas de se faire, etc. Donc il y a une vraie communication, une vraie préparation. Et moi, une transmission qui n'est pas travaillée dans le temps est en danger. Forcément, elle prend du temps. Elle ne peut pas se faire. Forcément, Ça peut elle pas prend se du faire. temps. J'ai compris que c'était un gros sujet. Ça fera peut-être l'objet d'une autre table Il y a ronde. beaucoup à dire. On là-dessus. verra, voilà. Pourquoi pas, on lance l'idée comme ça. Moi, j'aimerais, on arrive sur notre dernière partie, là, déjà, de la table ronde, sur l'évolution de l'entrepreneuriat en Corse. Mais qui dit entrepreneuriat dit peut-être aussi valeur, dit peut-être sortir des cases. Voilà, qu'est-ce qu'on peut je sais, Nathalie, on en parlait tout à l'heure, que de plus en plus, tu vois des jeunes qui arrivent avec une envie de faire quelque chose pour la planète, si on peut dire ça simplement. Alors, c'est vrai que cette question de l'écologie, de la décarbonation, elle est très prégnante. Et on voit que la plupart des projets, depuis 2-3 ans, il y a toujours une dimension écologique qui apparaît. En 2014, c'était plutôt la dimension technologie, numérique, digitale. C'était start-up à fond, mais start-up digitale, tech. Là, cette dimension humaine, éthique, écologique, elle est très forte. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, les financeurs regardent avec beaucoup plus d'attention ce qu'on appelle les critères ESG, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'environnement, la dimension sociale et tout ce qui relève de la gouvernance. Et donc, en fait, au-delà de la dimension de la rentabilité qui est essentielle, parce qu'à un moment donné, pas de rentabilité... Tout projet a besoin d'une rentabilité économique. Mais au-delà de ça, il y a vraiment le sens. Qu'est-ce que mon projet va apporter à mon environnement, au niveau de la proximité, mais plus globalement, on s'inscrit dans une logique de mon projet, il apporte aussi quelque chose au-delà de ce que je suis, de ce que je représente. Oui. Il est utile à la société, à la planète, à l'environnement, etc. Et cette dimension, à plus ou moins grande échelle, on la retrouve pratiquement dans tous les projets. Donc ça, c'est vraiment... ces dernières années, c'est ce qui nous saute aux yeux. C'est vraiment important. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que donc tu es à la M3E, tu vois des entrepreneurs. Est-ce que ça concerne que les jeunes ou pas? Je ne sais pas, mais tu vois des jeunes avec EPA où tu as pu voir des jeunes. Est-ce que cette dimension écologique, sociale, humaine, est-ce qu'elle est de plus en plus présente? Est-ce que ça, c'est une vraie évolution? Alors, dans les porteurs de projets que je reçois, je ne dirais pas que c'est le plus prégnant, mais un projet s'inscrit dans un environnement. Un projet s'inscrit dans un environnement et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, une des priorités, que ce soit en termes d'actualité, que ce soit dans les articles, dans les enjeux, dans les financements qui sont accessibles, il y a tout cet aspect environnemental qui apparaît. Donc, l'entrepreneur qui va avoir une idée ne va pas sortir une idée
qui aurait correspondu aux années 1900. Il va avoir une idée qui va répondre à un besoin de son environnement au moment où il crée son entreprise et où il va se projeter dans l'avenir. Donc, je pense que toute cette dimension, surtout après la période du Covid, surtout avec toute cette période qui a fait prendre conscience de changements climatiques, qui ont fait prendre conscience de cet enjeu, en fait, un besoin apparaît qui est de répondre à cet enjeu-là. Et en fait, créer une entreprise, c'est créer une réponse à un besoin, qu'il soit économique, qui permette de se positionner dans un environnement. Donc, oui, bien entendu, que de plus en plus de projets portent cette dimension-là, qu'elle est de plus en plus essentielle parce que l'être humain que nous sommes prend conscience aussi de son environnement parce qu'on se l'est pris en pleine tête. On n'est plus tout seul dans notre coin à pouvoir consommer sans réfléchir à quoi que ce soit. Et l'entreprise, si elle veut pouvoir se développer, il faut qu'elle s'inscrive dans un environnement où elle sera acceptée. Et aujourd'hui, si on va créer une entreprise qui va afficher clairement que fuck la planète, en fait, elle ne va pas pouvoir s'inscrire dans un environnement qui l'accueillera favorablement. Et donc, elle ne se développera pas. Donc, c'est une logique. Voilà, mais c'est juste ça. Je pense que c'est vraiment... Voilà, il y a quelques années, c'était le numérique, la tech, absolument, parce que c'était aussi l'environnement qui faisait, parce que de nouveaux moyens se présentaient à nous et que les financeurs le mettaient en avant. Et aujourd'hui, être entrepreneur, c'est aussi savoir prendre les opportunités. C'est aussi savoir se positionner à un moment où on va sentir un besoin et on va se dire, je suis en capacité de répondre à ce besoin. Donc, cette logique-là, en lien avec l'environnement, elle s'impose de toute façon à nous, qu'on soit simple concitoyen, salarié ou entrepreneur. Et toi, dans ton secteur d'activité, encore plus. Aujourd'hui, le bâtiment, il évolue totalement et cette dimension-là, elle devient pratiquement encore plus importante que la dimension numérique pour ton secteur d'activité. C'est vrai, tu as bien résumé la situation. Ça s'impose à nous et nous, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche une opportunité qui corresponde à une façon de gagner des parts de marché. Et donc, comme le marché qui s'impose à nous aujourd'hui, qui s'offre à nous, il tourne autour de ça, on est simplement là-dedans. En revanche, pour l'avoir vécu avec les jeunes d'entreprendre pour apprendre, il y a manifestement, même à ce niveau-là, à cet âge-là, on l'avait vu sur les dernières mini-entreprises qu'on a créées, elles, à 90%, elles sont toutes axées autour du développement durable et de toute cette économie verte, etc. Et beaucoup au travers des filles, en plus, je veux le dire, parce que c'est important de le dire. Moi, à un moment donné, je secouais les garçons en disant « mais où vous êtes ?» Et les filles étaient leaders. Dans les mini-entreprises, on a toujours les filles leaders. Après, on ne le retrouve pas forcément. À la suite, chez Pépite, peut-être. Chez Pépite, oui. On a aussi une proportion importante de filles. Mais après, dans la réalité, après vous êtes des mamans, tout ça, on le comprend. Et peut-être c'est là que la page se tourne ou que les opportunités ça évolue quand même. Il y a les représentations, on en parlait. Non, mais pour moi, c'est pas une représentation, c'est une réalité. On est maman, nous, on peut pas être maman. Donc, non, mais qu'on peut avoir en interne. Non, mais il y a aussi de l'autocensure, énormément. Voilà. Bien sûr. C'est bien ce que je dis. De s'empêcher de faire des choses. On s'autorise des choses, peut-être jusqu'à Pépite, parce qu'on a encore un cadre et on a encore un filet qui nous empêche de nous jeter dans le vide. Et puis au final, après, est-ce que... On s'auto-censure en tant que femme. Pas obligatoirement. Après, on va revenir sur ce que disait Serge en tout début de table ronde. C'est qu'à un moment, il s'est retrouvé contraint. Il s'est retrouvé coincé dans un fonctionnement de chef d'entreprise où il a eu le nez dans le guidon. Et que la femme, peut-être, à un moment, a peut-être plus la capacité à prendre aussi du recul et à se dire, OK, l'entreprise, c'est une partie de ma vie, mais ce n'est pas toute ma vie. Et je lui laisse la place qu'elle doit avoir parce qu'à côté, j'ai soit besoin de me développer par moi-même, de m'exprimer, et puis j'ai aussi une famille, et puis je lui laisse la place qu'elle doit avoir. Et peut-être que l'homme qui se retrouve coincé complètement dans ce fonctionnement où il a l'impression d'être dans un rouleau compresseur, peut-être que la femme, à un moment, va avoir peut-être plus de recul, et puis de se dire, OK, il y a l'entreprise et je vais effectivement mettre toute mon énergie disponible pour cette entreprise, mais j'ai aussi d'autres aspects de ma vie qui s'imposent
aussi à moi et je suis peut-être obligée, et c'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment, l'entreprise, c'est peut-être plus obligatoirement la seule priorité. Moi, je ne voulais pas en venir sur ce terrain de mesure, mais bon, c'est forcément, on y est arrivé. Mais moi, c'était pour dire, on trouve beaucoup de jeunes femmes entreprenantes ou avec des idées de création d'entreprise à des âges jusqu'à 20 ans. Et puis après, cet équilibre ne se retrouve pas forcément, enfin, cette balance ne se retrouve pas forcément. Donc, il y a une raison naturelle et évidente. Voilà, c'est comme ça. Peut-être. C'est quand même en train d'évoluer. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les hommes prennent aussi leur part dans la gestion des enfants, du foyer, etc. Ce qui permet aussi de rééquilibrer les possibles pour les femmes. Et on le voit en fait sur les deux extrêmes. Je parle pas du possible, moi je parle de l'état d'esprit, de la mentalité. C'est-à-dire qu'au ça début, se traduit après en tous chiffres. Ces garçons qui se cachent derrière les filles dans les mini-entreprises, parce que c'est ce qu'on voit. Et c'est au niveau national, je dis pas, c'est pas qu'en Corse. On a toujours les filles qui sont leaders, qui sont devant, et puis tous les gars sont derrière. Et puis après, dans la réalité de la vie des entrepreneurs, on a un équilibre qui se refait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Mais vous êtes peut-être plus émancipé, plus il y a différentes choses. Il y a certainement beaucoup de facteurs. Je sais pas, moi je suis pas sociologue. Si on regarde sur les deux extrêmes, sur les micros et sur les grandes entreprises, là on retrouve beaucoup de femmes présentes. Sur les micros, bien sûr, elles sont quasiment équivalentes. Sur les entreprises, les grandes entreprises du CAC, légalement, il y a obligation. Donc là, on va retrouver 40% de femmes dirigeantes. OK. C'est sur les tranches intermédiaires qu'elles sont effectivement très, très peu représentées. Et effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent l'expliquer, mais il y a aussi pas mal de signaux qui montrent que c'est en train d'évoluer et que... on a vu ça, les actualités. La patronne d'Auchan qui arrive, qui a, je ne me trompe pas en disant 25 ans, 30 ans. C'est pas le Roi Merlin. Non, le Roi Merlin, c'est reprise... Le Roi Merlin, pardon, oui, c'est le même groupe. Pardon, c'est le même groupe, c'est le groupe Mullier. Mais, qui d'ailleurs n'est pas de la famille. Voilà, et qui en plus n'est pas de la famille. Donc c'est la démonstration que les choses changent. Tant mieux. Et alors, il l'avait fait pour une autre entreprise. Le même groupe l'avait fait pour une autre entreprise. Je ne m'avancerai pas sur le nom de cette entreprise, mais il avait déjà fait, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont été assez précurseurs et ça a fait une belle image d'eux, quoi. Ils ont été applaudis pour ça. Ça montre des possibles là pour les femmes. Et pour donner de la jauge un peu au propos, sur Capsule, on a 2 formats du coup, donc ces tables rondes-là, et on a aussi le format portrait où j'ai interrogé un jeune papa. Je ne sais plus son âge, mais qui a déjà eu quelques entreprises et qui, là, voit vraiment le changement au niveau de sa dernière entreprise où il se dit, en fait, je comprends maintenant l'entreprise d'un côté et à côté mon booster d'énergie qui va être mon enfant. Et en fait, j'ai l'impression que l'évolution sociale, sociétale se fait par les hommes et par les femmes dans les deux sens, en fait, où les hommes vont prendre conscience qu'il n'y a pas que l'entreprise dans la vie. C'est ce que je vous disais au début. C'est ça. C'est un danger. Et même tes enfants, en fait, le disent. On ne veut pas que l'entreprise dans notre vie. Et donc, c'est moi, j'ai la sensation d'avoir sacrifié plein d'années, plein de choses, parce que l'entreprise, c'est mon kiff. Voilà. Et après, je ne regrette rien. Mais je ne me suis jamais posé la question, où est ma priorité? Ma priorité, c'est me lever le matin, créer de l'emploi, créer de la richesse, pas forcément la mienne, aussi la mienne, si possible, mais il y a une richesse commune et un partage. L'entreprise, c'est aussi partager, c'est ça qui est beau. On partage avec ses salariés. Moi, j'ai la chance d'avoir des salariés qui ont 45 ans de boîte. C'est-à-dire qu'on a fêté leur départ à la retraite. 45 ans dans la même boîte, dans la même entreprise. J'en ai fait 5 départs à la retraite il n'y a pas longtemps et 20 médailles du travail. C'est magique. Ça, c'est des satisfactions, c'est des moments d'émotion. Et puis d'avoir mon père qui vient ici. Voilà, et on est plein comme ça. Il faut qu'on soit fier d'être entrepreneur. Et moi, je suis fier d'être entrepreneur. Je suis contente qu'on finisse sur ces notes positives-là. Est-ce qu'on peut essayer de résumer cette table en quelques mots? Aidez-moi à résumer cette table. On a parlé du coup de qu'est-ce qu'était un entrepreneur ou qu'est-ce qu'était une entrepreneuse. Pour moi, le message essentiel, c'est que vous le soyez ou que vous envisagiez de le devenir,
ne restez pas seul. Mm. Jamais. Trouvez un réseau, que ce soit d'accompagnement, un réseau associatif, un réseau d'acteurs, un réseau même familial, mais partagez, parlez, échangez, projetez-vous avec d'autres, à vos côtés, devant, derrière, peu importe, mais ne restez pas seul. L'entrepreneuriat, c'est une grande aventure, ça apporte énormément, mais ça peut aussi faire très mal. Et c'est vrai que c'est essentiel et c'est tellement enrichissant. De toute façon, c'est une aventure humaine avant tout. Avant d'être une aventure économique, avant d'être une aventure financière, c'est une aventure humaine. Et les hommes sont faits pour échanger et pour vivre en communauté. On a parlé des valeurs aussi, qui peuvent être intrinsèques à notre projet, en fait. Bien sûr. Et à l'heure où on est dans une société qui est vraiment en pleine mutation, où on ne comprend plus forcément comment fonctionne telle ou telle catégorie, enfin, l'entrepreneuriat, ça reste quelque chose qui peut motiver, qui peut donner du sens à ce qu'on fait, qui peut donner du sens à sa vie, qui peut vraiment engager les gens dans des démarches, leur donner envie de se lever le matin, de faire des choses pour la société, pour eux, de devenir auteurs de leur vie. Mais attention, être entreprenant, c'est essentiel pour tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Donc c'est vraiment important de bien se connaître et de prendre ce temps-là, de savoir qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui ne me correspond pas. Serge, le mot de la fin sur la reprise d'entreprise, sur les Je jeunes. rejoins complètement Nathalie. Il faut bien mesurer le choix qu'on va faire. Et avant tout, soyez entreprenants. Moi, je dis aux jeunes, soyez entrepreneurs, on verra. Mais pour la transmission, parce que c'est aussi, je crois, un point d'attention, un point d'alerte, pour la transmission, prenez le temps et communiquez bien avec votre réseau, votre famille et vos éventuels repreneurs, parce que des fois, on pense que c'est forcément son fils ou sa nièce ou son neveu qui va être le repreneur, alors qu'ils n'en veulent pas. Et il y a des gens qui arrivent à se convaincre, de toute façon, il y a mes enfants derrière, ils reprendront l'entreprise. C'est pas vrai. C'est pas vrai, et il faut communiquer, préparer et prendre le temps de. Il faut prendre le temps de devenir entrepreneur et il faut prendre le temps de transmettre. Ok. Merci beaucoup à tous les trois, Nathalie, Serge et Linda, d'avoir été présents à mes côtés. On a été les cobayes, si j'ai bien compris. Et que des beaux cobayes, j'ai envie de dire. Ça a été une super table ronde. Je suis ravie d'avoir échangé avec vous. Donc, c'était un épisode de Capsule soutenu par la M3E et BPI France. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur la série et sur les prochains épisodes. Merci. Merci. Merci beaucoup.